Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers en partenariat avec le One-to-One expérience client de Biarritz. Nous sommes le 23 mai et après le résumé de l'actualité en 5 minutes, voici les 5 articles sommaires cette semaine. Laisser entrer 800 millions de colis par an en France, dont plus de 90% viennent de Chine, ce n'est pas du commerce. Édito à lire sur BFM TV. Les comportements d'achat bousculent les certitudes du secteur. Étude à découvrir sur République Retail. Éric Aymard, milliardaire français discret, stratège de la logistique mondiale. Interview sur Forbes. Marks & Spencer, la cyberattaque aura un impact de 355 millions d'euros sur le bénéfice opérationnel, à lire sur Fashion Network. Et enfin, le commerce spécialisé en hausse de 4,5% en avril, à découvrir sur e-commerce mag. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à la revue de presse éditée sur LinkedIn et qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Enfin, un mot sur l'épisode 221, sorti mardi, dans lequel je vous invite à découvrir le parcours entrepreneurial de Zoé Le Boucher, fondatrice de la marque Admise Paris, une véritable source d'inspiration pour tout le monde. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Résumé de l'actu de la semaine, retail, consommation, régulation, des signaux faibles d'une recomposition en cours. La semaine a été marquée par une série de faits saillants, révélateurs des tensions qui traversent l'ensemble de la chaîne de valeur du commerce, de la logistique à la vente au détail, en passant par les paiements et les comportements d'achat. Retail spécialisé, l'alerte permanente. L'annonce d'un nouveau redressement judiciaire de Naf souligne une fois encore l'infragilité chronique du prêt-à-porter à prix accessible. Cette nouvelle procédure, loin d'être isolée, s'inscrit dans une dynamique structurelle de déclin pour de nombreuses enseignes positionnées sur le mass market. Le baromètre d'e-commerce mag sur le commerce spécialisé en avril enfonce le clou. Certes, un léger rebond d'activité est observé, plus 2,2%, mais il est jugé peu significatif. Les volumes restent inférieurs à ceux de 2019 et l'habillement demeure l'un des segments les plus exposés. Même les marques les plus puissantes ne sont pas épargnées. Chanel enregistre une baisse de plus de 28% de son bénéfice net en 2024. Conséquence probable de tensions inflationnistes, de ralentissement géographique et d'un repositionnement stratégique face à un consommateur devenu plus volatile. Justement, un consommateur de moins en moins lisible. L'étude relayée par République Retail bouscule les certitudes du secteur. Les consommateurs multiplient les injonctions parfois contradictoires. Recherche de bons plans, mais exigence de qualité, désaffection pour certaines enseignes, mais attachement à des valeurs fortes. Cette instabilité comportementale se traduit par une remise en question des modèles historiques. La fidélité de marque se fragilise, les arbitrages budgétaires deviennent plus radicaux et les attentes vis-à-vis de l'engagement RSE s'intensifient. La performance commerciale devient alors de plus en plus difficile à piloter. Elle suppose d'allier précision stratégique, capacité d'adaptation rapide et maîtrise fine de la donnée client. Commerce transfrontalier, Bruxelles resserre les taux sur le plan réglementaire. L'offensive européenne contre la prolifération des petits colis asiatiques s'intensifie. Bruxelles propose un prélèvement forfaitaire de 2 € sur chaque colis de faible valeur entrant dans l'Union européenne. Cette mesure cible explicitement les géants du commerce en ligne à bas prix comme Chine et Temu, dont les volumes explosent. Un éditorial de BFM Business rappelle d'ailleurs que plus de 90% des 800 millions de petits colis entrant chaque année en France proviennent de Chine. Ce chiffre à lui seul met en lumière l'ampleur de la dépendance logistique et la difficulté pour les acteurs européens de rivaliser sur le plan économique et opérationnel. Ces initiatives européennes pourraient rebattre les cartes du e-commerce transfrontalier tout en renforçant les pressions sur les places de marché pour assurer une équité
Concurrentiel, paiement Airwallex entre dans la danse. Le marché mondial du paiement digital continue de se densifier. Après Stripe, IDN et Checkout.com, c'est au tour d'Airwallex d'accélérer ses ambitions globales avec une levée de 150 millions de dollars. Objectif, devenir une infrastructure bancaire universelle capable de gérer paiements, multidevises et opérations à l'échelle mondiale. L'arrivée de ce nouvel acteur met en lumière un mouvement de plateformisation de la finance où la frontière entre PSP, FinTech et banque devient de plus en plus floue. Les e-commerçants devront composer avec un écosystème en recomposition, riche en promesses technologiques, mais aussi en complexité d'intégration. Données personnelles, la CNIL passe à l'action. La CNIL a infligé une amende de 900 000 € à une filiale de Solocal pour collecte illégale de données personnelles à des fins de prospection commerciale. L'autorité pointe l'absence de consentement explicite et de traitement massif des données sans cadre légal clair. Ce rappel à l'ordre s'inscrit dans une dynamique de renforcement des contrôles sur les pratiques marketing, notamment dans un contexte de pression réglementaire croissante au niveau européen avec le DMA et le DSA. L'exploitation de la donnée client ne pourra plus faire l'économie d'une gouvernance rigoureuse et documentée. Logistique, les nouveaux géants de l'ombre. Enfin, Forbes dresse un portrait discret mais stratégique d'Éric Hemard, patron de ID Logistique. Moins exposé médiatiquement que les figures de la tech ou de la mode, il incarne pourtant une logistique mondialisée en pleine transformation qui joue un rôle clé dans la performance des enseignes et la souveraineté commerciale, alors que les tensions géopolitiques et les arbitrages environnementaux modifient les schémas de distribution, les logisticiens deviennent les chevilles ouvrières d'un commerce résilient et agile. Leur capacité à absorber la complexité et à garantir la continuité de service devient un facteur différenciant majeur. En résumé, les signaux de cette semaine confirment la recomposition silencieuse mais profonde du paysage commercial, des modèles retail sous pression, y compris dans le haut de gamme, un consommateur insaisissable qui impose une nouvelle grammaire stratégique, des régulateurs plus offensifs, notamment face aux pratiques chinoises et aux abus sur les données, et enfin une logistique devenue stratégique, pilotée par les acteurs encore peu médiatisés mais essentiels. Les entreprises qui réussiront seront donc celles qui sont capables de concilier vision, agilité et maîtrise technique dans un environnement où la moindre faille peut coûter cher. Laisser entrer 800 millions de colis par an en France, dont plus de 90% viennent de Chine, ce n'est pas du commerce. Édito à lire sur bfmtv.com en date du 21 mai. La Commission européenne a proposé mardi d'imposer des frais de 2 € sur chaque colis de faible valeur, entre guillemets, entrant en Europe, dont l'immense majorité provient de Chine. L'Europe doit-elle se mettre au protectionnisme ? La Commission européenne a franchi un pas important. Elle propose donc l'instauration d'un frais de 2 € sur chaque petit colis en provenance d'Asie. Dans le collimateur, les géants du commerce en ligne que sont Chine et Temu. Derrière cette mesure technique se joue une question cruciale. L'Europe doit-elle à son tour s'armer face à la désinvolture commerciale venue de Chine ? Quand l'Amérique resserre les mailles de son filet douanier outre-Atlantique, la réponse ne s'est pas faite attendre. Washington a brutalement refermé les portes de ses importations en cascade. Là où les colis de moins de 800 $ échappaient jusque-là à toute taxe, l'administration Biden a instauré un double verrou, des droits de douane atteignant 54%, une taxe forfaitaire de 100 $. Le résultat est spectaculaire. En 3 mois, les exportations chinoises vers les États-Unis ont plongé de 65%, entraînant une chute des ventes pour Chine et Temu. Dans le même temps, les marques américaines reprenaient des couleurs. Et pendant que l'Amérique muscle ses frontières commerciales, les ventes de fast fashion chinoises progressent de 28% en Europe. Autrement dit, l'Union européenne devient l'arrière-boutique d'un système régulé que les États-Unis ne veulent plus tolérer. Cela pose une évidence, il ne s'agit pas d'interdire, mais de remettre en ordre. Petite correction, dans l'éditorial rédigé sur BFM TV, il est bien mentionné l'administration Biden, alors que c'est très probablement plutôt l'administration Trump dont il s'agit. Pas de
pas une guerre commerciale, mais un cadre équitable. Faut-il bannir Chine et Temu ? Non, mais faut-il continuer à leur offrir un passe-droit fiscal, social et environnemental ? Certainement pas. Le problème n'est pas leur origine, mais le contournement des règles qu'ils exploitent allègrement, optimisation fiscale, standards de production rabais, dumping écologique. Ce n'est pas du libéralisme, c'est du parasitisme. Walker Eucken, père de l'ordolibéralisme allemand, l'avait compris dès les années 50. Le bon fonctionnement d'une économie de marché suppose un ordre économique clair, garanti par l'État. Sans règles, le marché n'est plus un moteur de prospérité, mais une jungle sans foi ni loi. Laisser entrer 800 millions de colis par an en France, dont plus de 90% proviennent directement de Chine, ce n'est pas du commerce, c'est une délocalisation déguisée, livrée à domicile, aux frais du contribuable. Libéralisme, oui. Naïveté, non. Faut-il pour autant fermer nos frontières aux produits asiatiques ou interdire aux enseignes comme Decathlon, Kiabi ou Zara de s'approvisionner en Chine ? Non plus. Ces groupes investissent sur le sol français, créent de l'emploi, paient des impôts, participent à l'économie réelle. Le libre-échange reste une chance, à condition qu'il s'inscrive dans un cadre juste. Welcome Europe que, autre penseur ordolibéralisme, rappelait que le marché doit être encastré dans des institutions sociales et juridiques solides. Chine et Temu aujourd'hui fonctionnent en périphérie de ces institutions. Ils ne jouent pas le jeu, pire, ils faussent la partie. Il ne s'agit pas de protéger les faibles contre les forts, mais de garantir que la concurrence repose sur des bases loyales. Le libre-échange ne peut être confondu avec un suicide économique. Il exige des contreparties, il exige de la réciprocité. Le commerce, oui. La naïveté, non. Les comportements d'achat bousculent les certitudes du secteur. Étude à découvrir sur republicretail.fr en date du 21 mai. Livraison gratuite relativisée, TV toujours influente, Black Friday préféré au solde, fidélisation émotionnelle, alors que l'omnicanal devient la norme. Les usages réels bousculent les recettes établies. Le retail doit composer avec des attentes plus segmentées, plus mobiles, plus exigeantes, décryptage. Le parcours d'achat hybride s'impose, selon une étude OpinionWay menée pour Payplug et PrestaShop du 6 au 17 janvier 2025 auprès d'un panel représentatif de 1001 consommateurs français. 60% des Français naviguent désormais entre les canaux online et offline. Le consommateur de 2025 ne raisonne plus en silo. Il passe de l'écran au magasin sans friction, recherchant une continuité dans son expérience d'achat. Cette hybridation est particulièrement marquée chez les millennials et chez les CSP+, qui veulent des parcours fluides et cohérents. Même les plus jeunes, pourtant réputés digital natives, ne rejettent pas en bloc le magasin physique. La Gen Z, plus indépendante, affiche simplement un moindre attachement au besoin de voir le produit avant achat. TV et réseaux sociaux, un duo inattendu dans la conquête client. Et si les retailers misaient uniquement sur le digital pour capter les jeunes, l'étude met de la nuance. La télévision reste le premier vecteur d'achat, impulsé par la publicité. 59% des Français déclarent avoir déjà acheté suite à un spot TV, un chiffre qui grimpe à 66% chez les 18-27 ans. Un signe de la puissance persistante du média de masse. En parallèle, les réseaux sociaux s'imposent. 78% de la Gen Z y sont influencés par la publicité. 56% suivent les recommandations d'influenceurs. Le mix média s'étoffe. Les arbitrages budgétaires se complexifient. Black Friday, nouveau Graal promotionnel des 18-34 ans. On le sait, mais les soldes d'hiver ou d'été ont perdu de leur intérêt. Pour 29% des Français, c'est le Black Friday qui compte le plus. Cette bascule générationnelle est spectaculaire. 37% des Gen Z et 34% des Gen Y en font leur moment préféré. Ce pic d'attention court et intensément digitalisé devient un jalon stratégique dans le calendrier retail. Il reflète une appétence pour les bonnes affaires, mais aussi une temporalité plus en phase avec la consommation rapide, mobile, sans engagement. Fiche produit, la bataille se joue sur
les détails, visuels soignés, avis client, conditions de livraison et retour. Voilà les 3 critères les plus scrutés par les acheteurs avant de passer commande. Les plus jeunes, eux, attendent davantage de contenu vidéo immersif. Les 44 ans et plus cherchent de la transparence, informations sur les stocks, durabilité, délai. La conversion passe par la confiance, le storytelling utile et une granularité d'informations personnalisées sont les cibles. Livraison gratuite, un faux ami pour les clients réguliers. Si 74% des consommateurs la citent comme facteur d'achat, la portée réelle varie. Elle est jugée essentielle par 77% des acheteurs occasionnels, mais seulement par 60% des réguliers. Chez la Gen Z, c'est même la rapidité, 26%, ou l'impact écologique, 19% qui prime. Payer pour une livraison express ou responsable devient acceptable si cela a du sens. Le critère logistique se fragmente en offres différenciées à valeur ajoutée. Paiement fractionné, une norme en voie de banalisation. Près d'un Français sur 2, 48% exactement, a déjà utilisé le paiement en plusieurs fois. Ce chiffre atteint 64% chez la Gen Z, 61% chez la Gen Y, mais aussi 53% chez les CSP+. Ce n'est donc plus une affaire d'âge ni de revenus. Ce levier de fluidification de l'achat, souvent associé au FinTech ou au BNPL, devient un standard du retail. Il n'est plus seulement une béquille de pouvoir d'achat, mais un outil de confort transactionnel. Fidélité, place à l'expérience, à l'émotion, à l'engagement. Les mécanismes classiques résistent. 59% des consommateurs apprécient les bons d'achat, 48% les produits offerts, mais chez la Gen Z. Ces leviers cèdent du terrain à d'autres aspirations. 17% plébiscitent les dons à des associations, 18% à l'accès à des événements VIP, 17% support client ultra personnalisé. La fidélité ne se joue plus uniquement sur la récompense transactionnelle, mais sur la capacité de la marque à nourrir un lien émotionnel, éthique, exclusif. Pop-up store, les jeunes veulent vivre leur marque en vrai. 70% de la Gen Z et de la Gen Y sont prêts à se déplacer dans un pop-up store de leur enseigne préférée. Ce chiffre monte encore chez les acheteurs à panier moyen élevé, c'est-à-dire à plus de 150 € par mois. Ces formats éphémères incarnent la marque, créent de la rareté et une connivence événementielle. Ils reconnectent l'online au réel dans un cadre scénarisé. À l'heure où les frontières se réinventent, ces espaces hybrides deviennent des hubs expérientiels à fort potentiel de conversion. Mobile, QR code, IA, la tech séduit les plus jeunes. Le smartphone est probablement le prolongement naturel du parcours d'achat pour la Gen Z. 63% sont à l'aise avec le paiement mobile en magasin. 77% utilisent volontiers les QR codes pour en savoir plus sur un produit. Plus d'1 sur 2 se montre réceptif à l'essayage virtuel ou au chatbot alimenté par l'IA. La technologie n'est pas un gadget, elle est attendue pourvu qu'elle simplifie l'achat ou enrichisse l'expérience vers une segmentation comportale plus que générationnelle. Et l'étude déconstruit plusieurs idées reçues. La gratuité n'est pas systématiquement un déclencheur d'achat. Les jeunes ne désertent pas les magasins. Tous les consommateurs ne réagissent pas aux mêmes mécaniques de fidélité. Ce que révèle l'enquête, c'est la diversité des attentes selon les usages, les moments de vie et les pratiques. Le levier générationnel reste pertinent, mais il doit être complété par une lecture plus fine des comportements. Éric Hémard, milliardaire français discret et stratège de la logistique mondiale. Interview à lire sur Forbes.fr en date du 22 mai. À la tête d'ID Logistics, groupe qu'il a fondé en 2001, Éric Hémard pilote l'un des acteurs majeurs de la logistique contractuelle en Europe. Dans cet entretien exclusif, le milliardaire français revient sur les origines de sa vocation entrepreneuriale, détaille sa stratégie de croissance, notamment auprès de géants comme Amazon, et analyse les mutations d'un secteur en pleine transformation. Éric Hémard n'aime pas les projecteurs, mais ses résultats parlent pour lui. Depuis sa création, ID Logistic a connu une croissance régulière, notamment depuis son introduction en bourse en 2012. Le groupe français est l'un des partenaires logistiques privilégiés d'Amazon en Europe pour la gestion des opérations les plus complexes.
Né en 1963, Éric Aymard est diplômé de l'ENA et a débuté sa carrière à la Cour des comptes en tant qu'auditeur, puis conseiller référendaire. Il a ensuite été conseiller technique auprès de Bernard Bosson, ministre de l'Équipement, des Transports et du Tourisme. En 1995, il rejoint Géodis Logistique, où il occupe les postes de secrétaire général, puis de directeur de l'activité logistique. Enfin, en 2001, il fonde Idée Logistique en reprenant les activités logistiques de la Flèche Logistique. Sous sa direction, Idée Logistique est devenu un acteur majeur de la logistique contractuelle, avec une présence dans 20 pays, près de 400 sites opérationnels et un chiffre d'affaires avoisinant les 3,3 milliards d'euros, dont 70% à l'international. En parallèle, Éric Aymard a été élu en 2019 président de l'Union des entreprises de transport et logistique de France, TLF, où il œuvre pour améliorer la compétitivité du secteur logistique français. Il vient tout juste de laisser sa place à Jean-Thomas Schmitt, élu par le conseil d'administration en mars. Forbes France. Avec le recul, y a-t-il un moment clé dans votre jeunesse ou votre carrière qui a, selon vous, planté la graine de l'entrepreneuriat ? Tout d'abord, dans mon environnement familial, avec des valeurs de liberté entrepreneuriale, prise de risque, mais aussi sérieux et rigueur dans la gestion quotidienne, avec un vrai sens moral et éthique des affaires. Ensuite, dans mes expériences personnelles, service militaire, stage, premier emploi, où j'ai découvert que j'étais plus à l'aise quand je disposais d'une forme d'autonomie de décision. Ensuite, la création d'Idée Logistique en 2001 a été une affaire de circonstances, mais j'avais le projet de saisir l'opportunité dès que l'occasion se présenterait. Vous avez exprimé le souhait de doubler la taille d'Idée Logistique d'ici 5 ans. Quels leviers principaux comptez-vous activer pour atteindre cet objectif ? Doubler la taille tous les 5 ans, c'est ce que nous constatons depuis notre introduction en bourse en 2012. Régulièrement, nous nous posons la question de savoir si notre segment de marché, la logistique contractuelle, continuera de nous porter dans les années qui viennent, et la réponse est régulièrement positive. Les grands clients ont durablement besoin d'engager des efforts d'innovation et de standardisation de leurs process logistiques à l'échelle continentale ou mondiale, et l'externalisation logistique avec un prestataire logistique est un moyen efficace pour y parvenir. Encore 60% de la logistique est internalisée dans les grands pays industrialisés. Le développement organique avec l'ouverture de nouveaux sites représente environ 2/3 de notre croissance. Le dernier tiers, nous allons le chercher à travers des acquisitions externes qui nous font entrer dans de nouvelles typologies de clients ou nous renforcent plus rapidement dans les pays où nous sommes encore peu présents. Comment anticipez-vous les évolutions du marché de la logistique contractuelle, notamment face aux tensions géopolitiques et aux nouvelles réglementations douanières ? Même si nous sommes dans près de 20 pays, notre métier est essentiellement domestique. Les clients nous choisissent pour organiser à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne la gestion de leurs stocks et la distribution de leurs produits. Nous ne gérons pas le transport international. De plus, nous travaillons dans le domaine des biens de grande consommation qui sont par nature résilients avec des volumes assez stables. Les périodes d'incertitude nous conduisent surtout à accélérer pour coller au plus près de l'attente de nos clients. Cela veut dire davantage d'innovation logistique et de flexibilité. Et tout naturellement, ces périodes amènent certains nombres de grands comptes à davantage réfléchir à l'externalisation de leurs opérations logistiques. Nous avons en ce moment plusieurs projets de cette nature en discussion. Quels sont les principaux défis que vous anticipez pour le secteur de la logistique dans les prochaines années et notamment Idée Logistique se prépare-t-elle à y faire face ? Ils sont de plusieurs ordres. D'abord, je pense que nous n'avons pas encore fini avec la période de croissance de l'e-commerce. Certains prévoyaient une sorte de plafond de verre et une stabilisation entre l'e-com et le commerce en magasin. Ce n'est pas ce que nous constatons dans le nombre d'appels d'offres que nous recevons et dans la croissance des volumes des géants mondiaux. À nous d'être capables d'accompagner leur croissance et couvrir leurs besoins à l'échelle mondiale. Le second défi est celui de la robotisation et de l'intelligence artificielle. Notre métier évolue vite avec des nouvelles technologies. Nous devons être capables de les maîtriser et de les déployer tout en maintenant la réactivité et la souplesse indispensables à notre métier. C'est tout l'enjeu de la démarche innovation chez Idée Logistique. Enfin, nous devons mieux convaincre l'opinion publique dans un certain nombre de pays, dont la France, que la logistique c'est créateur d'emplois,
que c'est un vecteur fort de promotion sociale, que c'est innovant et technologique et que c'est un vecteur de compétitivité et de développement durable. Nous avons besoin d'une meilleure adhésion de nos concitoyens à notre métier et nous devons progresser dans ce sens. Un dernier mot pour les dirigeants d'entreprise en contexte d'incertitude. Restez calmes, promouvoir l'esprit d'équipe et ne pas oublier que la force est en nous. Marks & Spencer, la cyberattaque aura un impact de 355 millions d'euros sur le bénéfice opérationnel. Article à lire sur fashionnetwork.com en date du 21 mai. Marks & Spencer a annoncé mercredi que la cyberattaque hautement sophistiquée dont le détaillant a fait l'objet en avril entraînerait un impact d'environ 300 millions de livres, soit 355 millions d'euros, sur son bénéfice opérationnel avec des perturbations attendues jusqu'en juillet. Cette attaque contre l'un des plus grands noms du commerce britannique, avec 64 000 employés, 565 magasins, a provoqué une onde de choc dans le secteur. Elle a interrompu l'activité de vente en ligne de Marks & Spencer, laissé certains rayons alimentaires vides et fait perdre plus d'1 milliard de livres de valeur boursière à l'entreprise. Le distributeur, qui publiait également mercredi ses résultats financiers, a indiqué que la perturbation en ligne se poursuivrait durant tout le mois de juin et jusqu'en juillet. Cet incident est un obstacle temporaire et nous en sortirons renforcés, poursuivant notre plan de transformation de Marks & Spencer pour nos clients, nos collègues et nos actionnaires, a déclaré le directeur général Stuart Machin. Marks & Spencer a annoncé la cyberattaque il y a un mois et a également révélé la semaine dernière que certaines données personnelles des clients avaient été dérobées lors de l'attaque. À la Bourse de Londres, l'action de Marks & Spencer perdait environ 2,6% dans les premiers échanges. Le commerce spécialisé en hausse de 4,5% en avril, à lire sur e-commercemag.fr en date du 19 mai. L'activité des enseignes du commerce spécialisé rebondit de 4,5% en avril 2025 par rapport à avril 2024. Un chiffre à nuancer compte tenu du déplacement de la fête de Pâques et d'un recul significatif l'an dernier. Du mieux, selon les données publiées vendredi 16 mai par la Fédération des enseignes du commerce spécialisé, Procos, les ventes du secteur ont connu une hausse de 4,5% à périmètre comparable en avril 2025 par rapport à avril 2024. Cette progression s'explique en partie par un effet calendaire, car Pâques, fêté en mars en 2024, est tombé en avril cette année, boostant mécaniquement les ventes de certains secteurs, notamment l'alimentaire spécialisé comme le chocolat. Par ailleurs, avril 2024 affichait un net recul d'activité, moins 3,8%, ce qui accentue l'effet de rebond observé cette année. Fréquentation en léger repli, vente en ligne en hausse. La fréquentation des points de vente physiques reste stable avec une baisse modérée de moins 0,5% par rapport à l'année dernière, d'après l'Observatoire. En parallèle, les ventes web ont progressé de 3,5%, un rythme toutefois légèrement inférieur à celui enregistré en magasin ce mois-ci. Cette évolution inverse la tendance des premiers mois de l'année où l'e-commerce affichait des hausses plus marquées. Sur les 4 premiers mois de 2025, la hausse cumulée des ventes à surface comparable atteint plus 1,4%, une croissance atone en ligne avec l'inflation qui témoigne d'une activité globalement stagnante. Pour le secteur, des disparités marquées entre secteurs, mais tous les segments n'ont pas profité de la même dynamique. Si les ventes dans les magasins de cadeaux, culture, jouets ont grimpé de 6,1% et celles du sport de 1,9%, d'autres catégories sont restées à la peine, comme l'équipement de la maison, moins 3,5%, la beauté parfumerie, moins 1,5%, ou encore la restauration, moins 0,9%. Côté de l'habillement, les enseignes enregistrent une progression de 4,5% selon les premières données issues d'un partenariat entre Procos et Retailint, étendu à ce secteur depuis avril. Appel à des mesures réglementaires. Et dans ce contexte, Procos alerte sur les distorsions de concurrence entre les enseignes traditionnelles et certaines plateformes extra-européennes. L'organisation réclame notamment la suppression de l'exonération de droits de douane pour les colis de moins de 150 €, le renforcement des contrôles sur la conformité des produits importés et des sanctions rapides et une interdiction d'exploitation pour les acteurs non conformes.
Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'auto-promo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.